Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver en direct avec toute l'équipe, Marion, Pierre et Antoine. Salut Babette. Bonsoir à tous les trois. À la une ce soir, une déflagration. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Benjamin Griveaux, la voix tremblante, emplie d'émotions, a annoncé dans une allocution enregistrée cette nuit dans le plus grand secret retirer sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion d'images privées le montrant en train de se masturber. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. À 30 jours des municipales, La République En Marche se trouve donc sans tête de liste pour Paris, mais c'est beaucoup plus qu'un simple rebondissement dans une campagne électorale auquel on assiste. Les responsables politiques ont unanimement dénoncé un climat inquiétant et une menace pour la démocratie. Ces attaques-là ne sont pas à la hauteur de notre démocratie. Ce qui doit nous interroger collectivement, c'est ce qui conduit à ce qu'une campagne se fasse à coups de boule puante. Le fait de diffuser certaines vidéos sans consentement d'auteur sont des faits qui font l'objet de sanctions pénales dans notre pays. J'appelle au respect de la vie privée des personnes. Évidemment, ça n'est pas digne du débat démocratique que nous pourrions avoir. Pour en parler ce soir, l'avocat de Benjamin Griveaux, Richard Malka, sera dans un instant sur notre plateau, mais aussi le politologue Dominique Régnier, Étienne Gernel, le patron de la rédaction du Point, et Olivier Faye du Monde. À la une également ce soir, spectaculaire rebondissement dans la crise qui secoue les Césars. Théâtre, à 15 jours de la grand-messe du cinéma français. La direction des Césars annonce ce soir sa démission collective. Acculé entre la polémique Polanski et les dénonciations d'une gestion opaque de l'Académie. Ça concerne aussi Alain Terzian, le producteur, qui dirigeait les Césars depuis 2003. La direction de l'Académie démissionnera juste après la cérémonie des Césars qui risque d'être mouvementée avec les 12 nominations pour le J'accuse de Roman Polanski. On y revient avec Pierre dans le 5 sur 5 de Maxime Switek. C'est une chanson qu'on adore depuis 35 ans mais dont on ignorait la version à la harpe. Marc Lavoine, l'un des nouveaux coachs de The Voice, interprète mythique des Yeux Revolver et auteur d'un conte en chanson, adapté en comédie musicale et chorégraphié par une danseuse étoile. Mon amour, mon problème, je t'écris ce poème. Souviens-toi pour toujours, nous sommes aimés un jour. Les Souliers Rouges, c'est le titre de ce spectacle. Marc Lavoine et Marie-Agnès Gillot dînent avec nous ce soir. Ce sera juste après 20h. Et avant l'arrivée du coach de C'est à vous, Mickaël Delis, c'est tous les vendredis dans notre émission. C'est une allocution enregistrée dans le plus grand secret cette nuit, en présence de 2 journalistes seulement, l'AFP et un reporter de BFM Paris. Une allocution rendue publique ce matin à 9h, 2 minutes 50 secondes face caméra. Benjamin Griveaux, candidat à La République En Marche à la mairie de Paris, la voix blanche, annonce qu'il jette l'éponge. En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Depuis plus d'1 an, ma famille et moi avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées, ainsi que des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Comme si cela n'était pas suffisant, hier, un nouveau stade a été franchi, un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée.
Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. L'annonce d'un retrait de la course à la mairie de Paris qui bouleverse une campagne électorale, mais qui, bien plus que cela, interroge le monde politique, la démocratie et notre société en général. Tous les coups sont-ils permis? Est-ce la nouvelle donne? Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, a annoncé que des poursuites judiciaires allaient être engagées après la diffusion de vidéos intimes de son client. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Richard Malka. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir ce soir sur le plateau de C'est à vous. On va revenir dans un instant sur les poursuites judiciaires que vous entendez mener, mais on vient d'entendre la voix blanche, l'émotion de Benjamin Griveaux. Le journaliste de BFM TV qui était présent au moment de l'enregistrement évoque le fait qu'il a fallu plusieurs prises pour cet enregistrement. Ça en dit long sur l'état de choc dans lequel se trouve Benjamin Griveaux. Je crois qu'on peut le comprendre. Moi, je suis un peu effaré par cette affaire. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que notre vie privée? Vous, moi, tout le monde ici, le caméraman, qui peut accepter que sa vie privée soit divulguée pour servir la soif de publicité d'un voisin, d'un artiste, d'un pseudo-artiste ou de je ne sais qui, ou d'un député ou d'un opposant politique ou de quelqu'un qui vous aime pas? Je veux dire, cette affaire dépasse de très très loin le cas de Benjamin Griveaux. Elle nous concerne tous. Elle concerne ce qu'on a de plus précieux, notre vie privée, le chantage, la déstabilisation, la manipulation politique. C'est le règne de la terreur. On a gagné des libertés à la suite, en l'occurrence, ce sont des grandes lois de 1970 qui protègent la vie privée à la suite de 1968, parce qu'on conquiert à ce moment-là des libertés individuelles, et là, on est en train de régresser, de les perdre, et de rentrer dans un règne qui est le chaos. Un règne du totalitarisme 2.0, dites-vous. Oui, parce que c'est un nouveau totalitarisme, ça mute toujours. C'est jamais celui d'avant. Il y en a toujours des nouveaux. Et là, c'est le règne de la surveillance de tous par tous. C'est le règne, c'est orwellien. C'est tout le monde surveillé, tout le monde. C'est des procédés staliniens. C'est ce qu'on faisait dans l'ancienne Russie soviétique. On retourne à la Russie, bizarrement. Vous étiez à ses côtés. Vous étiez à ses côtés au moment de l'enregistrement de cette. Non. Vous l'avez eu en ligne depuis? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce qu'il envisage les jours, les semaines à venir? Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais enfin, vous pouvez imaginer le choc personnel, familial. Enfin, c'est ignoble, c'est ignominieux. Ceux qui ont fait ça devraient avoir honte. Et on devrait, enfin, je sais pas, dans une société normale, mais on ne devrait même plus leur serrer la main. C'est pas possible. On ne peut pas se situer à ce niveau-là. On peut contester des projets, des idées violemment. On peut contester la politique, on peut contester sa campagne électorale, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas se situer à ce niveau-là. Ou alors on détruit n'importe qui. C'est-à-dire que demain, vous savez, quand il y a un précédent... Sur n'importe qui, on peut trouver tout et son contraire. Dès qu'on gratte un peu sur chacun d'entre nous, on peut trouver des failles. Je prends votre ordinateur portable, je trouve de quoi vous tuer. C'est sûr. Je remonte à quelques années, je trouverais bien une blague, quelque chose de pas bien. On est tous comme ça. Je le disais, on est tous un misérable petit tas de secrets. C'est notre nature humaine. Moi, vous, tout le monde. Si on ne respecte pas ça, c'est encore une fois le règne de la terreur. Vous dites qu'on peut me tuer, qu'on peut tuer n'importe qui autour de cette table. C'est ce qui s'est passé? On a tué Benjamin Griveaux. Symboliquement, on l'a... il est détruit en quelque sorte. En tout cas, il n'est plus candidat. Donc on a tué sa candidature. Au-delà de sa candidature. On a perturbé le fonctionnement démocratique normal de notre pays. On peut faire ça, c'est qui le prochain? On peut faire ça à tout le monde, dans toutes les élections. Il n'est plus candidat, il ne sera plus jamais candidat à rien. Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. J'espère que si, j'espère qu'il va se reconstruire, j'espère que surtout les citoyens de ce pays, qu'ils l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, lui manifesteront leur adhésion totale. Parce que c'est une question de principe qui nous concerne tous. Savez-vous depuis quand et comment il a pris connaissance de la publication sur le net de ces vidéos? Et à ce propos, juste je rajoute, je suis assez rassuré.
des réactions Des réactions. unanimes de la classe politique Oui. qui tous soutiennent évidemment parce Benjamin que Griveaux il y a- et dénoncent le procédé. Il y a des enjeux qui sont supérieurs aux divergences politiques. Ces enjeux-là, le respect de la vie privée en est un. Et on doit tous se réunir aujourd'hui en solidarité avec Benjamin Griveaux parce que ce qui lui arrive n'est pas acceptable. Je reprends ma question. Savez-vous depuis quand et comment il a pris connaissance de la publication sur le net de ces vidéos et est-ce qu'il en conteste la véracité aujourd'hui ? Alors, je ne rentrerai pas dans la question de la véracité. Je pense qu'il ne faut pas se poser cette question. Se poser cette question, c'est déjà faire le jeu de ceux qui l'ont diffusé. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe dans la chambre à coucher de mon voisin ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Je ne veux pas le savoir. Je refuse de me poser cette question. Lui-même aurait confié à l'un de ses proches que ce n'était pas la meilleure initiative qu'il ait eue, mais qu'il s'agissait de dialogue entre adultes consentants, qu'il n'y avait rien donc d'illégal. Alors, d'abord, il faut se Parce que méfier. cette question il faut peut se toujours poser. se méfier de ce que disent les proches anonymes. Ça, c'est une règle. Deuxièmement, ça, c'est un fait. Il n'y a rien d'illégal du tout dans cette histoire, si ce n'est la diffusion de ces messages. Que vous allez ça, c'est attaquer. clairement illégal. Et poursuivre en justice pour violation caractérisée de la vie Ça, c'est un privée. délit pénal, c'est 2 ans de prison et 60 000 € d'amende pour ceux qui l'ont initié et pour tous ceux qui ont cru malin de le retweeter et qui se sont avilis, salis. Voilà, et pour un quart d'heure de célébrité, pour quelques followers de plus, il devrait avoir honte. Qui, quoi et comment ces vidéos, pourquoi et comment ces vidéos ont été mises en ligne? On voit ça avec Antoine tout de suite. Avant de revenir sur la chronologie, le cadre d'abord. Un site internet lancé au début du mois, pornopolitique.com, qui n'est plus accessible depuis une bonne heure maintenant. Un site qui se présente comme la première ressource pornographique sur des fonctionnaires et des représentants politiques. Précisément, précise le site, ce qui impose le puritanisme à la société alors qu'ils le méprisent eux-mêmes. Bref, les hypocrites, écrit ce site. C'est donc cela, a priori, qui a poussé son fondateur, un artiste russe, pseudo-artiste, disiez-vous, Richard Malka, artiste réfugié en France, Piotr Pawlenski, à s'en prendre à Benjamin Griveaux. Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui mentit pour ses électeurs, qui pouvait arriver si personnes qui détestent et méprisent ses électeurs deviennent chefs de ville. Il pouvait prendre grand pouvoir. Je pense que ça pouvait être très dangereux pour la ville et pour tous les jeunes. Piotr Pawlenski, entretien aujourd'hui accordé à l'AFP. Il annonce par ailleurs d'autres divulgations de ce type. La chronologie, donc à présent, c'est avant-hier, mercredi, que 2 vidéos de masturbation sont diffusées sur ce site. Le lien est alors timidement diffusé sur quelques pages Facebook, notamment sur celle du groupe Gilets jaunes à la mi-journée. Diffusion confidentielle donc dans un premier temps, beaucoup moins dans un second. Hier, jeudi, quelques messages sur Twitter. D'abord, en début d'après-midi, ils évoquent des photos de nus de Benjamin Griveaux sans renvoyer vers le site. Puis 2 messages vers 17h, postés quasiment au même moment. Le premier par le médecin Laurent Alexandre, selon le journal Le Monde, un tweet qui semble avoir disparu de Twitter depuis. Le second par un député fantasque et provocateur, ex-La République En Marche, Joachim Sonforger. Il donne le lien du site avec ce message. « J'espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l'intéressé et son équipe. Car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris. » Le lien vers les vidéos se retrouve alors aussi sur un forum ultra fréquenté, le forum 1825 du site jeuxvideo.com. Impossible de contenir la diffusion, elle est massive. Compte tenu de ce qu'on sait de la diffusion de ces vidéos, Richard Malka, des vidéos qui n'ont rien d'illégal, vous l'avez rappelé, contre qui pourriez-vous porter plainte? Contre Piotr Pawlenski, pour commencer? D'abord, contre le directeur de publication du site, s'il y en avait un, mais il n'y a évidemment aucune mention légale. C'est un site clandestin qui est évidemment hébergé en Amérique du Nord, donc qui en tant que tel ne peut pas être véritablement poursuivi. Contre l'auteur de ces textes, est-ce que c'est cet individu qui se gargarise? Son nom apparaît sur la page Absolument. Sur laquelle se trouvent le texte et les revendique, vidéos. très clairement. Il le revendique très clairement. Il y aurait une possibilité. On va évidemment étudier tout cela de près. On va réunir les éléments. Ces personnes pourraient être poursuivies, de même que toutes les personnes qui ont ensuite retweeté, rediffusé. Dont le député Joachim Sonforger, Laurent Alexandre. Moi, vous savez, les gens qui font ça, je ne les considère ni comme étant des artistes, ni comme étant des députés, ni comme étant des militants ou des gilets jaunes. Ce sont de misérables égoutiers. On ne fait pas ça.
Ce n'est pas possible. On ne fait pas ça à une personne humaine, quand on a un peu de respect pour soi-même, et on ne fait pas ça dans notre monde politique. On ne détruit pas le fonctionnement d'une démocratie. C'est pas les politiques, là, les ennemis de la démocratie. Ce sont ces gens-là. Joachim Sonforget qui s'est exprimé aujourd'hui en disant « Certains médias annoncent que j'ai relayé des vidéos privées, ce qui est parfaitement faux. J'attaquerai en diffamation toute personne et tout média affirmant le contraire. » Il y a un peu d'hypocrisie en plus. C'est ce que je vous disais, on va prendre le temps soigneusement d'étudier ce qu'a fait chacun. Et c'est un délit pénal grave qui sera poursuivi. Et aujourd'hui, l'avocat de l'artiste russe Piotr Pawlenski, présenté comme un opposant de Poutine, affirme que son client est en possession d'autres vidéos, qu'il menace donc de rendre publiques. Vous aviez connaissance de l'existence de ces autres images, de ces autres vidéos? Je ne vais pas commenter ça. C'est nauséabond. Je ne sais même pas comment on peut faire... Enfin, c'est du chantage, c'est de l'intimidation, c'est de la déstabilisation. Je ne m'abaisserai pas à commenter ces propos. Est-ce qu'avant la publication de ces vidéos sur le net, il y avait eu du chantage? Est-ce que Benjamin Griveaux... Pas à ma connaissance. Non. Il y a eu directement la publication des vidéos sur ce net. Ça vous interroge, l'interventionnisme aussi déterminé d'un artiste russe, réfugié politique, dans le débat politique? Je crois que ça nous interroge tous. D'autant que moi, je suis devenu l'avocat de Benjamin Griveaux parce qu'il subit 3 poursuites en diffamation de la chaîne RT France. Donc, j'entends beaucoup parler de Russie dans cette affaire. Après, voilà. Mais je sais pas. Il aurait pu être téléguidé, cet artiste russe. J'ai pas d'éléments pour porter d'accusation contre qui que ce soit. On peut cependant se poser la question, on peut toujours se poser la question quand il y a un délit ou un crime, à qui ça profite? Bon, voilà. Maintenant, j'ai des éléments qui sont troublants. J'ai un individu qui a l'air vraiment bizarre. J'ai son avocat qui rappelle les propos que vous venez d'évoquer. Tout ça est extrêmement trouble. Mais je n'ai pas d'éléments supplémentaires. Juan Branco qui s'est exprimé au micro de C'est à vous, écoutez. Jamais il n'aurait fait ça si Benjamin Griveaux n'avait instrumentalisé sa vie intime, avait parlé de fidélité, de valeurs familiales et ainsi de suite, pour essayer de se faire connaître du grand public et de se faire reconnaître. Vous parlez d'actes politiques de la part de Piotr Pawlenski? Il considère que c'est un acte politique. Quoi. Il considère vraiment que c'est un geste de résistance et qu'il est aujourd'hui devenu très difficile de faire entendre son opposition à Emmanuel Macron et au gouvernement actuel, et qu'à partir de là, il faut rentrer dans un rapport de force plus direct avec cet espace politique en question. Est-ce qu'il n'y a pas justement une disproportion avec ces révélations aujourd'hui entre la publication de la vie privée et la publication de vidéos sexuelles? La disproportion, elle est produite par l'effet politique que lui donne lui-même Benjamin Griveaux en démissionnant. C'est là où il y a quelque chose qui explose l'espace public. Du coup, il se dit la seule solution, c'est de diffuser des vidéos chocs à caractère sexuel pour faire entendre une voix d'opposition, pour faire sauter un ministre, entre guillemets. C'est-à-dire que, enfin, un candidat à la mairie de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ça se combine. Il y a une sorte de combinaison avec évidemment la dimension dont je vous parlais, sur la question du double discours et des mœurs et ainsi de suite. Mais évidemment, il y a une dimension, mais non pas tant que ce serait son intention, que plutôt que l'acte devient recevable socialement parlant, même s'il y a une condamnation politique et médiatique, il y a quand même visiblement un effet puisqu'il a été amené à la démission. Ça aurait pu être plus dévastateur et plus violent. Comment ça peut être plus violent qu'une vidéo masturbatoire diffusée sur les réseaux sociaux? Peut-être parce qu'il n'y a pas que ça. Interview réalisée par Tancred Bonora. Comment réagissez-vous, Maître Malherbe? Ça serait grotesque si ce n'était pas dangereux. Là, on a le porte-parole de la Stasi, on a un petit Staline, on a le porte-parole de la terreur et du totalitarisme. C'est-à-dire, vous êtes mon opposant politique, et ben... Tout est bon. Et ben, tout est bon. Tout est bon. On y passera tous avec ces gens-là, mais ça fait peur. Benjamin Griveaux aurait instrumentalisé sa vie privée, sa vie familiale. C'est la réponse du berger à la bergère. C'est l'argument de Juan Branco pour défendre son client. On ne va pas tomber dans cet argument de clown. Enfin, c'est une tartufferie de donneur de leçons de morale. Oui, alors il y a une divergence entre l'affichage et la réalité. D'abord, qu'est-ce qu'il en sait? Ensuite, qu'est-ce que ça prouve? Oui, puis est-il irréprochable? Je ne sais pas, on peut aller voir aussi peut-être dans son téléphone, dans son ordinateur. Enfin, c'est pas possible. C'est tellement au-dessous de tout que ça ne mérite même pas de réponse, sauf que c'est ce que faisait la Stasi. Ils agissaient comme ça. On a aujourd'hui de nouveaux porte-parole de la Stasi et qui disent il faut transformer la France en Allemagne de l'Est, ancienne époque.
Bah voilà. Pierre. Les réseaux, les sites plus ou moins clandestins ou spontanés, le torrent des réseaux, mais la digue des médias traditionnels à cette heure tient bon face au n'importe quoi ou à la manipulation, même si évidemment les réseaux, les médias traditionnels sont contournés. L'exemple de Mediapart est à cet égard édifiant et exemplaire. Dans un papier publié à la mi-journée sur le site, 2 de nos consoeurs, Naïg Bredou et Hélène Salvi, expliquent que lundi dernier, elles ont été contactées à Mediapart par Piotr Pawlinski. Le Russe a un propos clair, si j'ose dire. C'est, dit-il, à propos de Benjamin Griveaux et d'une fille. Rendez-vous a été fixé le lendemain. Il vient avec son ordinateur sur lequel il fait lire aux journalistes ce qu'on lira ensuite sur son blog. Et il montre des captures d'écran, des messages attribués à Benjamin Griveaux et 2 enregistrements de vidéos pornographiques. Il leur tient le raisonnement que vous avez déjà évoqué. Il voit un paradoxe entre les valeurs familiales défendues par le candidat et les messages échangés avec une jeune fille. Nos 2 consoeurs lui ont alors indiqué que Mediapart est prêt à ouvrir toute enquête dès lors qu'il s'agit de l'intérêt général, mais qu'en l'occurrence, c'est hors de propos, disent-elles. Des modèles de famille, il y en a des milliers. Quant à l'adultère, avéré ou pas, c'est légal et relève d'un principe sacré qui est le secret absolu de la vie privée. Pawlinski est donc reparti avec son ordi. Dans la nuit, sur le blog de Mediapart, qui est un peu plus perméable, il y a eu quelques commentaires que le site s'est attaché à effacer au fur et à mesure. Donc les médias traditionnels ont résisté quand même à la diffusion de ces rumeurs. Oui, sauf que pour la première fois, et c'est là qu'on passe dans un nouveau monde, et c'est là que ça doit nous interroger et nous inquiéter, c'est qu'effectivement les médias traditionnels ont respecté, n'ont pas relayé, mais le tempo, il n'a pas été donné par vous. Il a été donné par les réseaux sociaux. Oui. Mais comment est-ce que justement on peut stopper cette fuite en avant, Richard Maca? Parce qu'il n'y a plus de vie privée en France, c'est terminé. Ou est-ce qu'il y a encore moyen de résister? Ce constat-là fait froid dans le dos. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau monde. On bascule dans quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce que ça va être, surtout avec des propos comme ceux qu'on a entendus. Mais comment on fait pour éviter à ces énergumènes de tous nous menacer? C'est une vraie question. Parce que les grands acteurs d'Internet, c'est les seuls à en profiter, à coût de centaines de milliards. Nous, non. Nous, non, personne physique, et nos pays non plus. Comment on fait pour réguler ça? Il y a des projets de loi, il y a des tentatives dans de nombreux pays, mais on n'y arrive pas véritablement. Et il faudra des années pour y arriver. Et est-ce que nos pays seront encore des démocraties avant qu'on y arrive? Je ne sais pas. Est-ce que Benjamin Griveaux aurait pu rester candidat et affirmer qu'il était la victime? Ce n'est pas à moi d'y répondre. Je ne suis pas politique, je ne fais pas d'analyse politique. Une réponse à faire à ces attaques ignobles? Vous connaissez comme moi le jeu médiatique, politique. C'était plus possible de faire campagne. Ça me paraît compliqué, évidemment. Ce n'était pas l'intérêt de sa campagne, de Paris et surtout de sa famille. Alors dans cette affaire, il y a une expression qui revient en boucle, revenge porn, qu'on peut traduire par vengeance pornographique, porno-vengeur ou encore porno-divulgation. Vous préférez quel terme? C'est un porno-vengeur. Un porno-vengeur, donc. C'est un terme juridique. Évidemment, c'est une pratique qui consiste à partager des photos, des vidéos, des messages à caractère intime, sexuel, sans le consentement de la victime. Vous l'avez rappelé, depuis 2016 en France, les auteurs encourent 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende. Vous avez dit que vous alliez poursuivre l'auteur du blog, mais également ceux qui regardaient les choses. Alors, vous regardez les choses, ce n'est pas encore fait. Et également ceux qui ont diffusé l'article et les vidéos, comme Joaquin, sont forgés. Est-ce qu'ils encourent les mêmes peines? Mais surtout, vous dites, on bascule dans un nouveau monde. Vous pourriez poursuivre 50 personnes, 5 000 personnes, 50 000 personnes, si vous partez du principe que vous allez poursuivre les gens qui ont relayé. Et c'est toute la difficulté. Cette information, ça fait de nous tous, bien presque. sûr, mais ça, c'est une difficulté à laquelle, dans nos cabinets d'avocats spécialistes de la liberté d'expression, on est confronté tous les jours. Quand vous avez 1000 retweets, 1000 diffusions, 1000 attaques de la même nature, 1000 menaces de mort, qu'est-ce que vous faites? C'est impossible. La justice ne peut pas traiter ça, la police non plus. Est-ce qu'on attaque le fleuve, les affluents? On essaie effectivement, et ça prend du temps, de regarder ça, de faire une différence, d'attaquer les plus dangereux, les plus influents.
Mais la réponse ne peut pas être que judiciaire. C'est impossible. On peut pas. C'est une réponse de société. On ne peut pas traiter ça. Une réaction, je voulais vous soumettre, celle de Christophe Barbier, éditorialiste à BFM Oui, TV. ça faisait partie des personnes que j'avais en tête quand je parlais des Tartuffes. On écoute. C'est un tout proche d'Emmanuel Macron qui est frappé et qui est à terre aujourd'hui. C'est aussi une illustration de notre époque avec cette puissance des réseaux sociaux. Les vidéos postées, les messages que vous envoyez peuvent se retourner contre vous. Quand on est un homme ou une femme publique, il faut le savoir. Et quand on brigue des ambitions, il faut se tenir. Puis c'est le naufrage aussi personnel d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a fauté. Donc il n'a quelque part que ce qu'il mérite. Il a fauté. Le naufrage, pour moi, c'est ça. Quand on est journaliste, on n'est pas là pour faire de la morale. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de délit, il n'y a rien du tout, que ce soit vrai, que ce soit faux. Donc, c'est complètement déplacé. Affaire Griveaux, affaire Mila, même combat. Certains viennent nous expliquer que la victime d'Internet est en fait le coupable. Dans les deux cas, effectivement, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et dans les deux cas, ça pose la question de nos libertés. Et dans les deux cas, il y a une régression de nos libertés. Donc oui, il y a des points communs, et la multiplication de ces attaques, de ces atteintes, de ces affaires est extrêmement préoccupante. Merci beaucoup Richard Malka d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. On l'a compris, l'affaire qui a contraint Benjamin Griveaux à renoncer à sa candidature à la mairie de Paris est bien plus qu'un rebondissement dans une campagne électorale. C'est une déflagration dans le monde politique, voire une menace pour la démocratie dont se sont unanimement inquiétés ce matin les responsables politiques amenés à s'exprimer. Je crois que cela doit nous interroger collectivement sur l'état de notre démocratie. Et je crois que nous devons avoir aussi la responsabilité collective de dire pas ici, pas en France. Je pense que cette histoire est profondément scandaleuse, profondément immonde, dégueulasse, et que c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir de notre démocratie. C'est mon ami, et j'ai une profonde tristesse de la situation personnelle qu'il connaît. On ne cherche pas à élire un curé, on cherche à élire quelqu'un qui a un projet, des pratiques, une méthode pour Paris. J'appelle au respect de la vie privée des personnes, des familles aussi. Évidemment, ça n'est pas digne du débat démocratique que nous pourrions avoir. Je n'aime pas qu'on utilise des choses de la vie privée qui, à ce stade, au vu des informations que j'ai, ne relèvent pas du harcèlement, ne sont pas illégales, dans le débat politique. Comment l'hyperviolence s'est-elle invitée en politique, avec quelles conséquences au point de mettre en danger nos institutions? Pour en parler ce soir, Olivier Faye du Monde, Étienne Gernel, le directeur du Point, et Dominique Régnier, politologue et directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Bonsoir Dominique Régnier, bonsoir Olivier Faye, bonsoir Étienne Gernel. Merci à tous les trois de votre présence ce soir. Bernard-Henri Lévy a dénoncé sur les réseaux sociaux la porte ouverte à la République des tabloïds. Jean-Luc Mélenchon, lui, le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. C'est en cela que cette affaire est inquiétante et qu'elle représente un réel danger pour la démocratie. Vous avez fait à l'instant le lien avec l'affaire Mila. Moi, j'allais le faire. Donc je voulais vous dire dans quel sens et c'est pourquoi ça me paraît grave. En fait, on a coup sur coup deux exemples qui viennent illustrer l'apparition d'une privatisation de la règle. Des individus, des groupes décident qu'une règle, tout d'un coup, est au-dessus de la loi commune, décident de mettre en mouvement une procédure, une sanction. C'est leur univers, ce n'est pas le nôtre. Nous ne l'avons pas choisi, mais cela s'impose dans la réalité. Nous sommes dans un processus de privatisation de la règle. Et ça, je peux le dire, moi, avec beaucoup d'assurance, et on en reparlera. J'espère qu'on n'en reparlera pas, mais je crains qu'on ait à en reparler bientôt. Ce processus de privatisation, qui signifie que la puissance publique commune est attaquée, son monopole est remis en question, ce processus de privatisation conduira à de la violence privée, c'est-à-dire que l'étape suivante, c'est qu'il y ait des morts. C'est ça l'étape suivante. Il y aura des morts. Nous sommes dans une société qui est passée en quelques années, on l'a tous vu, d'une très grande violence rhétorique dont nous n'avions pas l'habitude, en tout cas récemment. Il y a des temps plus anciens où cela existait. Et puis, on a bien vu une violence physique qui s'est installée avec une espèce de récurrence tout à fait surprenante. Là, nous avons atteint une forme d'hyperviolence qui est de nature à détruire un homme.
On voulait la justice, on a l'arbitraire. On voulait la lumière, on a l'obscurité la plus épaisse. Qui sont ces gens? Pourquoi lui? Pourquoi comme ça? On ne saura jamais. Qui les a investis de ce pouvoir? D'où viennent les coups? On ne sait rien du tout. Le terme inévitable, c'est que l'on passe à une violence physique plus grande et qu'il y ait des victimes. Il y aura des victimes. C'est la conséquence. Nous y allons là. Et vous dites que ce ne sont que des élections municipales. Que va-t-il se passer pour les élections présidentielles? Alors, ce sont des élections municipales et je me demande même, moi, si ce n'est pas une espèce de round d'essai de la présidentielle en réalité. Comment peut-on mobiliser une mécanique d'une telle violence, d'une telle puissance pour écrabouiller un candidat qui, en plus, avait peu de chances de remporter l'élection? Tout se passe comme si on était en train de rôder une procédure, une façon de faire. Et l'élection de 2022, moi je le redoute depuis un moment, pourrait bien être le grand rendez-vous de tous ces coups bas les plus épouvantables, les plus atroces, ceux sur lesquels nous n'avons, nous citoyens, aucune emprise. On peut pas, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui. Donc tout ce que nous avons bâti comme univers commun, contrôlé, soumis à des règles qui sont les nôtres, que nous avons voulu, que nous pouvons vérifier, et dont nous vérifions l'application, eh bien, est remplacé par une espèce de jungle épaisse, ultra-violente, où la loi du plus fort, évidemment, souvent sous des mots très bienveillants et très, je dirais, très unanimes, enfin, oui, la justice, je ne sais quoi, eh bien, fait retour. Et vous, il a été évoqué, je voudrais ce point, mais il ne faut pas attendre le retour de la tyrannie, Richard Malka le disait à l'instant, sous les visages qu'elle avait hier. Si elle avait le même visage qu'hier, nous ne la laisserions pas revenir. Mais c'est un nouveau visage. Un nouveau visage, et un visage lumineux du partage, des réseaux, etc. Olivier Faye, vous co-signez avec Damien Leloup et Denis Cosnard pour Le Monde un papier consacré au renoncement de Griveaux, en commençant par ces mots. Ce n'est pas un simple rebondissement, c'est une déflagration qui bouscule tout, salit et peut broyer. Benjamin Griveaux n'avait pas d'autre choix que de démissionner. C'est là où c'est assez surprenant en fait, c'est que paradoxalement, s'il avait le choix. Et c'est vrai que quand on voit, il y a un concert aujourd'hui de réprobation contre ce qui s'est passé, toute la classe politique a condamné ce qui s'est passé, et quelque part, il y a presque un mouvement de sympathie pour Benjamin Griveaux. Donc ce matin, il aurait pu se battre, il aurait pu dire non, je reste, je suis candidat à tout prix, on salit ma vie privée, c'est une machination. Il aurait pu faire comme François Fillon en 2017, s'arc-bouter et vraiment tenir. Mais François Fillon n'a pas fait l'unanimité en s'accrochant à sa candidature aux élections présidentielles. Et ce choix surprend beaucoup dans la majorité. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants de la majorité qui me disent on s'étonne quand même que Benjamin Griveaux ait lâché aussi facilement. Alors, il y a deux explications qui sont avancées. Déjà, il est à 16% dans les sondages, donc effectivement, sa campagne était déjà très mal partie. Et s'il avait été plus haut dans les sondages et peut-être en position de gagner, là, il se serait dit, bon, il faut que je m'accroche, il y a une possibilité pour battre Anne Hidalgo. Et il y a un autre aspect, c'est qu'un aspect sensible, un aspect familial, un aspect personnel, qui est évident. Et en fait, quelque part, ça nous montre que Benjamin Griveaux est très humain. Et ça peut avoir un aspect aussi rassurant. Étienne Janel, on l'a entendu, il y a unanimité de la classe politique pour dénoncer une telle action. Mais sur le site du Point, le journal dont vous êtes le directeur de la rédaction, on trouve au moins deux voix qui, contrairement à l'immense majorité, ne sont pas solidaires de Benjamin Griveaux. La première, c'est celle de votre directeur adjoint, Jérôme Béglé, qui signe l'insoutenable légèreté de Benjamin Griveaux. Quand on fut porte-parole d'un candidat devenu président, puis candidat à la mairie de Paris, on modère ses élans, ses enthousiasmes et on contrôle ses selfies. La manipulation est chez les autres, mais la bêtise et l'irresponsabilité sont signées. Griveaux, vous êtes d'accord avec lui ? Non, mais c'est un point de vue. Et puis on a pu publier, il y en a un autre d'ailleurs de Michel Cotta. Michel Cotta, exactement. Je ne suis pas du tout d'accord. Et puis il y a Raphaël Antoven en ce moment qui dit exactement l'inverse de ça. Bah, il faut que ce débat existe. Moi, personnellement, ce n'est pas mon point de vue. Je pense qu'il fait ce qu'il veut, c'est sa vie. D'ailleurs, on peut même regretter, pour revenir sur ce débat, qu'il ne se soit pas resté. Et quand on regarde les exemples historiques, l'exemple récent, c'est Trump. Pardon, mais oui, Stormy Daniels, il est resté, etc. Et alors, on peut critiquer Trump sur beaucoup de choses. Là-dessus, c'est sa vie, c'est son problème, c'est son histoire. Il a tenu. Et si vous regardez un tout petit peu en arrière, l'histoire qui est très éclairante, c'est Bill Clinton. Octobre 1998, il y a son procès, son impeachment à lui. À cause de l'affaire Monica Lewinsky. Absolument. Et il passe, il est sauvé, mais pas non plus si facilement que ça. Et il y a 2 semaines plus tard, les midterm elections, et là, il gagne des sièges
à la Chambre des représentants, il en gagne 6 pour être précis. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il gagne, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de fatalité. D'ailleurs, quand on parle d'américanisation, non, au contraire, les États-Unis nous montrent qu'on peut très bien résister à ça. Et faut regarder l'exemple Clinton, on peut très bien ne pas perdre. Et pourtant, il avait menti, hein. Il avait joué avec les mots sur l'histoire. Et aux États-Unis, c'est plus grave que chez nous, le fait de mentir. Michel Cotta qui dit, dans un moment où les hommes politiques de l'ancien ou du nouveau monde se disputent le privilège de la morale, il est insupportable de les voir si souvent en manquer. Les politiques doivent être moralement irréprochables, si tant est qu'on mesure ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas. Qui décide en tout cas de ça? C'est quand même incroyable ce genre de déclaration. Je suis très surpris, moi, d'entendre ça, évidemment. Ça a déjà été dit, encore une fois, par Richard Malka. Il n'y a pas d'illégalité. La moralité, on peut en juger, mais enfin, c'est pas... Je crois que aucune personne qui poserait cette contrainte-là comme une exigence ne pourrait nier que nous n'y arriverons pas. C'est-à-dire que toute personne ayant des velléités de responsabilité publique ne résisterait pas à l'examen de sa vie privée sous des critères non pas légaux mais moraux qui varient selon les individus. Parce qu'on peut avoir des approches très différentes. Et d'ailleurs, c'est très bien. C'est ce qui fait, dans la mesure où c'est légal ou pas interdit, la perception, l'appréciation. C'est un peu comme les unes de Charlie Hebdo. Il y en a qui me font rire, il y en a qui je trouve insupportables, etc. Chacun a ses perceptions. Là, c'est extrêmement curieux, je trouve, de convoquer une espèce de code moral qui n'existe pas. Mais la nouvelle donne, c'est que les hommes politiques n'ont plus de vie privée. C'est vrai. Et il y a un point intéressant qui était assez peu soulevé jusqu'à présent, c'est que Marine Le Pen a eu un petit bémol par rapport à ce qui se disait aujourd'hui. C'est qu'elle a dit, voilà, la vie privée, ça fait très longtemps, elle l'avait expérimenté elle-même par son père dans les années 80, elle est allée partout. Pierre. Les explications, les propos tenus jusqu'ici pour se justifier par Piotr Pawlinski vont tellement à l'encontre de nos usages écrits ou non écrits qu'on reste songeur, pour le moins, devant la personnalité de cet homme, hier opposé à Poutine, aujourd'hui à Emmanuel Macron, et pour finalement viser Benjamin Griveaux et sa vie privée, tout en annonçant qu'il se réserve le droit de sortir, le droit, si j'ose dire, d'autres munitions. Forcément, on se pose la question de ses motivations, de savoir quel est le processus, de qui il est entouré. La question, Marine Le Pen, justement, se la posait très précisément dès ce matin. Il faut peut-être voir si M. Griveaux n'a pas été en réalité victime aussi d'un coup monté, de quelque chose qui a été construit et qui pourrait d'ailleurs demain être utilisé contre d'autres responsables politiques pour pouvoir déstabiliser le processus démocratique dans une élection municipale ou dans une élection législative ou présidentielle. Moi, je considère que ni les juges ni les manipulateurs ne doivent pouvoir avoir une influence sur le cours d'une élection. Un coup monté, dit Marine Le Pen. Oui, enfin, on voit bien d'ailleurs là, avec cet objet-là, que moi je voudrais juste attirer l'attention là-dessus. Il faut qu'on songe collectivement à ce que c'est qu'un régime démocratique. Je ne peux pas être long, on n'a pas le temps, mais un régime démocratique, c'est pas pensé pour fonctionner avec ce type de relation entre nous. Ça ne marchera pas, on ne pourra pas. On ne va pas pouvoir demander des comptes à nos candidats sur leur vie privée. D'autant plus que cette vie privée, elle peut faire l'objet d'un vol. C'est un vol de vie privée, là. Hein. C'est pas quelqu'un qui... voilà, il y a une situation qui est quand même extrêmement singulière. Nos régimes n'y résisteront pas. On peut demander des comptes à nos responsables publics, à nos candidats, et on le fait beaucoup, sur leurs richesses, sur leurs programmes, sur leurs alliances politiques, etc. On le fait, et peut-être qu'il faut le faire encore davantage, mais on le fait beaucoup. Mais ça ne passera pas dans le système. C'est-à-dire qu'on va avoir une destruction du système démocratique, et nous allons mettre un coup supplémentaire, d'autres sont portés par d'autres voies, un coup supplémentaire à un système qui est déjà dans une crise profonde. Marion. Alors avant Benjamin Griveaux, d'autres politiques ont renoncé à leur carrière à cause d'un scandale sexuel de ce type. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Anthony Weiner, un temps perçu comme l'un des candidats crédibles pour la mairie de New York. En 2011, membre démocrate du Congrès, mari d'une des principales collaboratrices d'Hillary Clinton, il a dû démissionner de ses fonctions, rattrapé par des photos intimes envoyées à des jeunes femmes. On regarde. So today I am announcing my resignation from Congress. Yeah! So my colleagues can get back to work, my neighbors can choose a new representative, and most importantly, that my wife and I can continue
to heal from the damage I have caused. Made it very clear I did not send the picture that my Twitter account had been hacked. I was trying to protect my wife. I was trying to protect myself from shame. It was a mistake, and I really regret it. Voilà, rappelons qu'il a par la suite été condamné à 21 mois de prison pour avoir envoyé le même type de photo à une mineure de 15 ans. Cette fois, donc rien à voir avec l'affaire Griveaux et que sa femme l'a quitté. Vous l'avez dit tout à l'heure, Étienne Journal, c'est pas une américanisation de la vie politique. Trump, lui, s'en est bien sorti. C'est quoi alors? C'est la fin de la vie privée par le net? Oui, mais ça d'ailleurs, ça ne tient pas d'ailleurs qu'aux vidéos, et c'est pas les réseaux sociaux, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a été envoyé sur une messagerie. Donc ça n'a rien à voir, c'est des moyens. Mais alors il y a quelque chose qui est quand même très curieux. Il y a des hommes politiques qui écrivaient des lettres avant, on écrivait des lettres, Certaines ont même été publiées, oui. Voilà, mais souvent elles étaient publiées après. Et là, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une forme d'impudeur qui consiste à balancer des choses, des correspondances privées. Une correspondance privée, ça se respecte en principe. Et donc c'est une crise de la confiance également. Peut-on faire confiance? Si je vous envoie une lettre, un texto, est-ce que vous allez le balancer? D'ailleurs, on voit des gens, indépendamment d'histoires de sexe, on voit des gens balancer maintenant sur les réseaux sociaux des textos ou des messages privés. C'est quelque chose d'étonnant, cette espèce de disparition de la frontière entre la correspondance privée et la publication. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça dépasse de très loin les histoires de sexe ou de vidéos, etc. Moi, je suis toujours extraordinairement choqué quand je vois des gens publier sur Twitter ou sur Facebook des correspondances privées, des textos, des messages privés, etc. C'est la même logique. Et ça, c'est une évolution technologique. Et il va falloir peut-être apprendre à savoir vivre. C'est une question de savoir vivre aussi. Parce qu'on se pose la question de savoir qui l'a balancé cette chose. Est-ce que c'est une vengeance ou pas, etc. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas. Voilà, une correspondance privée, elle est privée. Et quoi qu'elle contienne, même si elle contient une vidéo. Olivier Faye, vous avez pu vous entretenir avec les équipes de Benjamin Griveaux aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est claquemuré, haché en marche, parce que l'objectif maintenant, c'est de trouver un nouveau candidat. Donc effectivement, là, la question n'est plus de savoir Benjamin Griveaux, ce qui aurait pu être fait ou pas fait. Maintenant, c'est trouver d'ici à lundi un nouveau candidat. Donc il y a différentes pistes qui mènent soit à Mounia Majoubi, qui a affronté Benjamin Griveaux pour être candidat l'été dernier. Mounia Majoubi qui se prévaut de peut-être pouvoir ramener dans le jeu Cédric Villani. Donc ça serait peut-être une chance pour lui pour obtenir la désignation. Il y a une autre piste qui mène également à Agnès Buzyn. Et cet après-midi, elle n'a pas dit non, en tout cas. Elle n'a pas dit oui, elle a dit « je n'ai pas réfléchi ». Ce qui pourrait être déjà beaucoup, mais elle a dit « je n'ai pas dit non ». Elle dit en tout cas « je n'y ai pas réfléchi ». Et par ailleurs, il y a également Delphine Burkli, qui est maire ex-Les Républicains du 9e arrondissement à Paris, qui pourrait éventuellement être tête de liste. Et Marlène Schiappa a dit non, elle. Marlène Schiappa, elle a dit non. Ouais. Ce qui est sûr, vous l'avez dit tous les trois, c'est que plus rien ne sera jamais vraiment tout à fait comme avant. Cette affaire, elle a changé la donne en politique. Et on voit votre inquiétude, Dominique Régnier, ce soir sur le plateau de C'est à vous. Oui, je veux juste vous dire que les outils qui vont permettre de voler la vie privée vont devenir plus performants. Donc si nous n'avons pas une réponse non technologique, nous n'y arriverons pas. C'est pas une réponse technologique, c'est une réponse politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il aurait fallu. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est pour ça qu'il aurait fallu. Politique. Il aurait fallu qu'ils tiennent. C'est pour ça qu'il aurait fallu qu'ils tiennent, juste pour montrer, non, ça n'a pas d'effet. Évidemment, vous découragez les gens qui balancent ce genre de choses si ça ne produit pas d'effet. C'est pour faire ça qu'il fallait que Griveaux tienne. Après, il a ses raisons, sans doute, mais enfin, ça aurait été mieux. Vous restez avec nous, on va continuer à évoquer l'actualité avec le 5 sur 5 de Maxime Switek. Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Dominique Régnier, Olivier Faye, Étienne Gernel, bonsoir tout le monde. Salut Maxime. Bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, l'autre info du jour. Les Césars, toute la direction sous pression démissionne à 2 semaines de la cérémonie. Faut-il tout dire quand une star décède? Cas de conscience à la télé américaine, vous comprendrez pourquoi. Et puis dans le 5 sur 5 de ce soir, un phénomène, le plus vieux maire de France, il a 97 ans. Vous leur répondez quoi quand les gens vous disent c'est un vieillard, c'est un vieux? Je dis je connais des gens à 20 ans, ils sont cons à raser. Moi, vous voyez, j'ai 98 ans, je me sens bien. Et voilà, Marcel Berthomé, maire de Saint-Seurin en Gironde, 97 ans et candidat à sa réélection le mois prochain. Je ferai les présentations dans un instant. Mais d'abord, donc, la chute du parrain des Césars. Alain Terzian, le patron de la cérémonie des Césars depuis 2003, est en une du Monde aujourd'hui. Lui et toute la direction de l'Académie ont démissionné hier soir. La pression était devenue insoutenable. On va refaire le film de ces dernières semaines. Double pression en réalité. D'abord celle des associations féministes qui ne comprennent pas que le film de Roman Polanski, J'accuse, puisse être nommé 12 fois cette année malgré les accusations de viol à répétition contre le réalisateur. Souvenez-vous, Florence Foresti, maîtresse de la prochaine cérémonie, a même la langue qui fourche au moment d'annoncer les nominations de Polanski. Le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour
Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse. Voilà, je suis accusé, j'accuse. La polémique Polanski. Anne Terzian était venue pour en parler sur ce plateau la semaine dernière. Enfin, vous aviez tenté, Babette, d'en parler avec lui. Ça traduit quoi de la part des votants, d'après vous? C'est le choix de faire comme si de rien n'était ou au contraire le choix de soutenir le cinéaste Roman Polanski? Vous savez, quand j'ai passé le bac, il y a maintenant pas mal d'années, j'ai eu une mention bien en philosophie. Mais aujourd'hui, je suis producteur de films et accessoirement président de l'Académie. Je ne cherche pas à comprendre parce que le public m'a toujours échappé. Alain Terzian a systématiquement botté en touche quand il s'agissait de parler de Polanski. Mais après cette polémique-là, une seconde l'attendait. Tribune lundi dernier, dans le journal Le Monde, 400 personnalités du cinéma, acteurs, réalisateurs, producteurs, demandent une réforme de l'Académie des Césars. Académie opaque, d'après eux, où règne la cooptation entre membres indéboulonnables et où la parité n'existe pas. 6 femmes seulement sur les 21 membres de la direction. Ça, Alain Terzian nous en avait parlé. J'ai entendu un certain nombre de critiques. J'ai entendu beaucoup de choses dont certaines sont constructives et je les ai retenues. Donc je vous annonce que nous allons moderniser l'outil, c'est-à-dire le Conseil élargi, et que nous allons, à partir de cette année, en 2020, en clair, reprendre le slogan 50-50 2020 et donc aller vers la parité avant la fin 2020. L'ensemble du Conseil connaîtra la parité. Je pense que c'est la meilleure réponse et je souhaite que d'autres institutions culturelles fassent la même déclaration. Alain Terzian pensait sans doute que son 50-50 suffirait, mais d'après Le Monde, plusieurs administrateurs des Césars lui ont annoncé ces derniers jours qu'ils étaient sur le point de démissionner. C'est le coup de pression final. Alain Terzian craque lundi dernier lors d'un déjeuner chez LIP. C'est toujours Le Monde qui raconte, je cite Le Monde, qui cite Alain Terzian. « J'en ai marre, je ne peux pas faire plus, ça suffit, je me suis saigné à blanc. J'en ai marre de ces cons, tous des cons. » Et hier soir, donc, les 21 membres du conseil d'administration des Césars démissionnent. Extrait du communiqué. Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d'administration a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Voici ce que ça donnait ce matin à la une de Libération. César et Halali, satisfaction en tout cas du réalisateur Michel Hazanavicius. Lui fait partie de ceux qui réclament une réforme de fond en comble. Fonctionner avec un mode de fonctionnement justement qui était obsolète, qui n'était pas du tout aligné sur les autres académies et qui finalement accouchait tous les ans d'une cérémonie qui n'était pas la vitrine souhaitée du cinéma français. Donc oui, je crois que c'est une très bonne décision. Ouais. Et commentaire ce soir de l'association Oser le féminisme qui pose une question. On annule les nominations et on recommence tout depuis le début. Vu le climat, autre question, la prochaine cérémonie des Césars prévue dans 2 semaines peut-elle avoir lieu? Et là, je cite Libération, il faudra que l'Académie se trouve une poignée de casse-cou disposés à remettre un ou plusieurs Césars à minima polémique au J'accuse de Roman Polanski. Pierre Lescure, qu'est-ce qu'on fait? La cérémonie doit avoir lieu dans 15 jours? Alors, la double décision à la fois de la démission de toute la direction et du Conseil et l'annonce que le CNC et son président Dominique Boutonnat prenaient les choses en main avait pour but de faire en sorte que la cérémonie se déroule à peu près convenablement dans 15 jours et qu'on calme la préparation de nouveaux statuts pour le mois de mars. Pour la cérémonie, ça va être compliqué pour la raison précise que vous venez de dire. Il se peut qu'il y ait beaucoup de mal à trouver pour à la fois l'organisation actuelle en suspension et pour Canal+, qui est le diffuseur, de trouver des remettants pour les éventuels Césars que pourrait recevoir Polanski et son film. Ça va être le grand point d'interrogation dans les 5-6 jours. Est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on ne maintient pas? En revanche, je trouve extrêmement bienvenue la décision de Dominique Boutonnat, le patron du CNC. Il a d'ores et déjà commencé ses consultations. On peut penser que dans les 15 jours, en matière de parité, de nouveaux statuts, d'élargissement de l'assiette des votants, tout ça va être clarifié, augmenté, planifié. Et dans les 15 jours qui suivront les prochains Césars, il y aura une assemblée générale qui entérinera la démission et qui instaurera les nouveaux statuts. Merci Pierre. Au sommaire également ce soir, une question. Oui, un cas de conscience que je vous soumets directement, messieurs. Quand une star décède, les journalistes doivent-ils tout raconter de sa vie ou au contraire, doivent-ils taire les aspects les plus sombres par respect? Cas de conscience et cas concret avec cette polémique qui vient d'enflammer les médias américains. Il y a 2 semaines, nous vous annoncions la mort dans un accident d'hélicoptère du basketteur Kobe Bryant, légende mondiale du sport. En 2003, Bryant a été accusé de viol par une jeune femme de 19 ans. Il n'y a pas eu de condamnation, pas même de procès, mais des excuses publiques et un accord financier a été passé entre le basketteur et celle qui l'accusait. Une journaliste américaine
a rappelé cet épisode la semaine dernière à la télé. Elle s'appelle Gayle King, présentatrice de CBS archi connue aux États-Unis. Elle interviewait une amie de Kobe Bryant, elle-même basketteuse. It's been said that his legacy is complicated because of the sexual assault charge, which was dismissed in 2003, 2004. Is it complicated for you as a woman, as a WNBA player? It's not complicated for me at all. Kobe's not the kind of guy, never been like, you know, Lisa, go get that girl or tell her or send her this. I have other NBA friends that are like that. Is it even a fair question to talk about it, considering he's no longer with us and that it was resolved? Or is it really part of his history? I think that the media should be more respectful. At this time, it's like if you had questions about it, you've had many years to ask him that. Le seul fait d'avoir abordé le sujet vaut aujourd'hui à Gayle King, la journaliste, d'être insultée, même menacée, des menaces qui sont arrivées par centaines sur les réseaux sociaux. On ne va pas y revenir, mais plusieurs stars ont également interpellé Gayle King directement, face caméra. C'est le cas des rappeurs Snoop Dogg et avant lui 50 Cent. You know what Kobe means to the actual culture at the same time. Like they knew what Michael Jackson meant. But if somebody... I just don't know what you're trying to do when the men are dead. We expect more from you, Gayle. Don't you hang out with Oprah? Why are y'all attacking us? How dare you try to tarnish my mother homeboy's reputation, punk mother. Respect the family and back off. Voilà, Snoop Dogg qui s'est ensuite excusé, il a expliqué qu'il est allé beaucoup trop loin, qu'il prône en réalité la non-violence. Gayle King, elle, maintient, elle dit qu'il faut poser la question, il fallait poser la question et parler de tout. Étienne Gernel, qu'est-ce qu'on fait quand une star comme ça décède et qu'il y a une part d'ombre? Bah oui, on en parle. Je ne vois pas où est le problème. Enfin, ça fait partie de la vie, évidemment. Olivier Faye. Ça me semble évident. En plus, là, dans son cas à lui, c'était une telle polémique, cette histoire, c'était énormissime. Ça me semble évident d'en parler. Sauf que tous les médias n'en ont pas parlé. Il y a d'autres journalistes qui en ont parlé, qui ont été suspendus par leur rédaction avant d'être réintégrés. Ça a été le cas notamment au Washington Post. Merci beaucoup Maxime et pardon à Marcel Berthomé. Mais oui, on en parlera lundi. On en parlera lundi, toutes nos excuses. Également une précision lundi en évoquant Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Nous avons diffusé par erreur une photo du député Aurélien Taché. Rien à voir. Rien à voir, on s'excuse. Évidemment, on présente officiellement nos excuses pour cette erreur. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci Olivier Faye, on vous lit dans les colonnes du Monde. Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point, où les points de vue, justement, sont nombreux et variés. Le point de vue de Jean Méglé est un peu plus compliqué que ça, d'ailleurs. Et Dominique Régnier de la Fondation pour l'innovation politique. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, sur le plateau de C'est à vous, un artiste qu'on adore, de son propre aveu, son principal trait de caractère est la gentillesse. On en a bien besoin en ce moment. Marc Lavoine, l'homme aux yeux revolver, nouveau coach de The Voice, est aussi l'auteur d'un conte musical chorégraphié par une danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot. Tous les deux dînent avec nous. À tout de suite. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right.